bonsoir Monsieur Juppé. Alors nous allons passer à une phase de débat avec trois thématiques majeures. D'abord la défense et les relations internationales, l'Europe et la crise, et ensuite quelques questions de politique générale. Donc là nous commençons par une des thématiques que vous connaissez parfaitement, la défense et les relations internationales. Alors, le premier thème que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur Juppé, c'est celui du budget de la défense. Ce budget il est actuellement de 31 milliards d'euros, soit 1,6% du PIB français. Ça fait suite en fait à une continuelle baisse depuis plusieurs dizaines d'années. Un rapport publié par la Commission des Affaires étrangères, la Défense et des Armées, intitulé « Peut-on encore réduire un format juste insuffisant ?» tirait la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, en effet, du fait d'économies nécessaires, le gouvernement pourrait envisager de diminuer encore du budget de la défense. Selon ce rapport, cela pourrait être un problème. Une diplomatie qui ne peut s'appuyer sur une armée bien dimensionnée est inefficace. Les compétences en matière de défense qui seraient perdues du fait de cette baisse de moyens seraient difficilement récupérables à l'avenir. Et surtout, la France pourrait perdre, en partie ou totalement, la possibilité de projeter seule ses armées sur les théâtres extérieurs. Alors, Monsieur Juppé, face à cette hypothétique perte de vision stratégique de la France, diriez-vous, comme Danton en son temps, que la patrie est en danger parce que la défense l'est? Bon, je ne dirais pas cela. Vous disiez d'ailleurs que pourrait envisager de baisser les crédits de la défense. Le président de la République vient de prendre l'engagement contraire, en disant qu'il stabiliserait les crédits au niveau où ils sont aujourd'hui. Je voudrais d'abord souligner un point, c'est que notre défense, nos armées, ont fait preuve depuis une vingtaine d'années d'une capacité d'adaptation et de modernisation qui fait mentir l'idée généralement répandue selon laquelle la France est incapable de se réformer. Les armées ont montré qu'elles savaient se réformer. Je vais prendre deux exemples, enfin deux dates importantes. 1995, j'étais donc Premier ministre, avec Jacques Chirac, nous avons décidé de lancer la professionnalisation des armées. Nous avons donc supprimé la conscription, le service militaire obligatoire, et nous sommes allés vers une armée professionnelle pour deux raisons. La première, une raison d'efficacité. Dans le monde tel qu'il est, une armée de conscription n'avait plus de sens à cette époque-là. Elle était conçue dans le cadre du monde bipolaire, l'Occident et le bloc soviétique. À partir du moment où on entrait dans un nouveau monde, à quoi sert notre défense nationale? Premièrement, à sanctuariser le territoire national et à le protéger, c'est la force de dissuasion. Et deuxièmement, à nous donner une capacité de projection extérieure pour aller défendre nos intérêts lorsqu'ils sont en cause dans telle ou telle partie du monde. Et ça n'est pas une armée de conscription qui peut le faire, c'est une armée professionnelle. Voilà les raisons de ce choix à cette époque-là. Et les armées ont fait la réforme de façon assez rapide et extrêmement efficace. La plupart des pays du monde, enfin des grands pays, y sont passés. Le dernier en date, c'est l'Allemagne qui est en train d'abandonner la conscription. Ça a été la dernière parce qu'en Allemagne, le problème se pose dans des conditions très particulières. La relation à l'armée a été évidemment marquée par les deux guerres mondiales successives, et notamment la deuxième. Donc première réforme. Deuxième réforme en 2008, Nicolas Sarkozy passe commande d'un livre blanc sur l'adaptation de notre système de défense, et ce livre blanc est suivi d'un certain nombre de décisions très importantes qui ont renforcé en particulier tout le volet renseignement et information dans notre système de défense, mais surtout qui ont engagé la réduction de 54 000 postes dans les armées. Et cette réforme est en cours, elle n'est pas encore complètement achevée. Il y a eu des restructurations aussi très profondes, des suppressions d'unités, des regroupements et des mutualisations de moyens généraux, c'est ce qu'on appelle des bases de défense. Et là encore, les armées ont assumé cette réforme. Il n'y a pas beaucoup de corps ou d'institutions dans la République qui a accepté en quelques années de réduire ses effectifs du quart à peu près de ce que cela représentait. Voilà où on en est aujourd'hui, et avec 1,6% du budget défense, enfin en proportion du PIB, on est effectivement au taquet. Nous avons une armée performante à ce stade-là, elle l'a montré. Elle l'a montré à l'Afghanistan, elle l'a montré en Côte d'Ivoire, elle vient de le montrer au Mali. Nous avons une capacité de projection au Mali. On a projeté 4000 hommes sur le terrain. Alors un certain nombre venaient du Tchad ou du Gabon voisin ou du Sénégal. Mais enfin, on a montré une capacité de projection et surtout une efficacité sur le terrain qui a été saluée par beaucoup de gens. Je n'évoque pas non plus
l'opération en Libye où notre force aérienne a fait la preuve aussi de son efficacité. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près les moyens de nos ambitions. Si on tombe en dessous, il faudra renoncer à un certain nombre de ces ambitions. Et c'est ce qu'ont dit ceux qui suivent ces questions, et notamment les deux commissions de la Défense de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ça mérite d'être souligné parce que leurs présidents sont socialistes, notamment le président de la commission du Sénat, qui est un des camarades de lycée, M. Jean-Claude Carrère, a écrit noir sur blanc, si on tombe au-dessous du niveau atteint dans le budget 2012, alors on sera dans l'os et il faudra renoncer à un certain nombre de nos missions. Donc le président de la République a fermé le banc, si je puis dire. Nous allons rester à ce niveau-là, c'est le niveau minimum. Il nous permet de maintenir notre force de dissuasion à un niveau suffisant pour exercer précisément la dissuasion. Je note au passage que en 1995, outre la professionnalisation, nous avions aussi arrêté toute forme d'essai nucléaire, après une dernière campagne qui a été très difficile à gérer diplomatiquement. Et pour maintenir notre force de dissuasion en état d'efficacité, nous avons fait construire au sud de Bordeaux, dans un endroit qui s'appelle le BARP, le plus grand laser mégajoule du monde. Il n'a qu'un autre homologue, si je puis dire, en Californie, où le chantier n'est pas encore totalement terminé. On va pouvoir reproduire en laboratoire les conditions de pression, de température de l'explosion thermonucléaire pour maintenir notre force de dissuasion à un niveau d'efficacité suffisant. Donc voilà où on en est, et j'espère qu'on restera sur cette ligne-là. Sinon, à quoi faudra-t-il renoncer ? Sans doute pas à la dissuasion. Je voudrais simplement souligner au passage qu'on n'est pas dans un monde tranquille. Ça ne vous a pas échappé. La paix ne règne pas partout, la sérénité ne règne pas partout. Nos intérêts sont en jeu dans bien des endroits. On n'est pas à l'abri de menaces sur le territoire national. Donc je continue à penser qu'une force de dissuasion suffisante, ça n'a rien à voir avec la force de dissuasion américaine. Nous avons à peu près 300 têtes nucléaires aujourd'hui. Les Américains doivent en avoir 10 ou 20 fois plus. Donc, mais avec cette force de dissuasion, nos sous-marins nucléaires lance-engins et la composante aérienne de la force de dissuasion, nous avions aussi supprimé en 1995 la composante sol-air avec les missiles du plateau d'Albion. Nous sommes à bon niveau pour assurer donc la sanctuarisation du territoire national. Si nous diminuons nos moyens, eh bien, il faudrait renoncer à des opérations comme celle du Mali, comme celle de l'Afghanistan, où nous sommes allés défendre des intérêts essentiels pour nous. Peut-être rebondirons-nous alors sur un autre aspect qui est la dimension européenne de notre sécurité. Effectivement. Et donc, justement, aujourd'hui, un certain nombre de Français, 65% selon un sondage IFOP de 2011, seraient favorables, ou plutôt favorables à une diminution de ce budget de la défense. Un argument qui est avancé, c'est justement que, étant en temps de paix, et je le dis entre guillemets, il devient inutile de payer des militaires qui ne servent plus. Que répondez-vous à cela ? Et plus largement, ne pensez-vous pas qu'il faudrait sensibiliser les Français sur les vrais rôles du budget de la défense, qui n'est pas uniquement de payer une armée ? Vous sentez l'énormité de l'argument qui consiste à dire ça ne sert à rien d'entretenir des militaires en temps de paix, il faut les mobiliser pour faire la guerre. Si on n'est pas prêt en temps de paix, si vis pacem parabellum, vous connaissez. Donc il est bien évident qu'il faut avoir en permanence une capacité de dissuasion ou une capacité d'intervention, même quand on est en paix. Sinon, quand la guerre se déclenche, c'est trop tard. Souvenez-vous de l'état de préparation qui était le nôtre en 1940. Donc l'histoire ne se répète pas naturellement, mais c'est quand même un point de référence. Donc, alors je sais bien qu'il est toujours très populaire de dire qu'il vaut mieux faire des crèches que des porte-avions. Toujours, ça c'est clair. Et c'est très difficile dans un débat de dire le contraire. Sauf quand la guerre se déclenche. Sauf quand la menace est là. Sauf quand il faut défendre les intérêts du pays. Alors là, on se rend compte que c'est un peu trop tard. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à maintenir ce niveau de défense, qu'il est compatible avec nos moyens. Il n'y a aujourd'hui en Europe que 2 nations qui sont capables d'avoir une véritable politique de défense, c'est la Grande-Bretagne et c'est la France. Ça fait partie aussi de notre statut international. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, nous sommes puissance nucléaire, nous avons un rôle sur la scène mondiale, on peut y renoncer, bien sûr. On peut dire que la France n'a plus à tenir ce rang, qu'on n'a plus les moyens, qu'on peut redevenir une grande Suisse. Oui, ça peut être effectivement un objectif. C'est pas le mien. Moi, je continue à penser que la France a un rôle à jouer sur la scène mondiale, que sa voix est attendue,
parce que c'est une voix indépendante, hein, et que sa voix est souvent entendue aussi, et que nous jouons un rôle, on l'a vu, pas simplement dans des conflits ouverts, dans des conflits militaires, mais aussi dans de grandes affaires mondiales. Alors, c'est vrai que tous les pays sont confrontés à des problèmes budgétaires, et que l'une des réponses à cette difficulté budgétaire, c'est la mutualisation de nos moyens au niveau européen. Et c'est là que le bas blesse, parce que nous avons énormément de difficultés à faire progresser une défense européenne qui nous permettrait d'assurer les mêmes missions en partageant le fardeau. Aujourd'hui, la Corée du Nord se montre de plus en plus agressive vis-à-vis du bloc occidental pour garder le champ lexical de la guerre froide qu'elle apprécie tant. En particulier... Je vois pas tout ça, là, je suis... Ouais. Bon. Ça, c'est la Corée du Sud? Ouais. Et en particulier, la Corée du Nord menace le Japon aujourd'hui de feu nucléaire, ce qui relance un petit peu le débat sur la prolifération. Vous-même, le 15 octobre 2009, vous co-signez avec entre autres Michel Rocard, qui était ici même à votre place il y a à peine 15 jours, une tribune du quotidien Le Monde, dans lequel vous demandez s'il ne faudrait pas justement revenir sur cette prolifération, même sur la dissuasion nucléaire. Cette tribune, elle tournait autour de l'idée qu'on peut rêver d'un monde sans armes nucléaires. C'est pour ça que je l'ai signé. Je pense que, comme chacun d'entre vous, je rêve d'un monde sans armes nucléaires. Sauf que ce monde-là, il n'existe pas, aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a la prolifération, qui est une menace grave, Corée du Nord, mais aussi Iran. Et plus l'arme nucléaire se répandra à travers la planète, plus la menace sera forte, plus la menace de l'avoir tombée aussi aux mains de terroristes internationaux sera grande, si elle se répand par trop. Donc cette lutte contre la prolifération nucléaire est un objectif absolument majeur. Et puis, deuxièmement, il se trouve qu'il y a des puissances nucléaires, et j'avais expliqué ma signature en rajoutant le jour où les États-Unis d'Amérique et la Russie auront ramené leurs arsenaux nucléaires au niveau de celui de la France, alors la France sera prête à déniveler le sien. On n'en est pas là. Donc je ne suis pas pour le désarmement nucléaire unilatéral de la France. Je suis pour agir, partout où on peut agir, en faveur de la réduction des armements. Il y a des traités qui ont été signés, START, etc., entre les États-Unis et la Russie, mais c'est uniquement dans ce cadre-là que l'on peut envisager que la France baisse la garde. Ce que vous dites sur la situation en Corée du Nord, Japon, Chine, illustre le propos que j'avais à l'instant. Nous continuons à vivre dans un monde dangereux. Vous voyez bien les tensions entre la Chine et le Japon, avec la question des îles de la mer de Chine, qui crée des tensions sur l'ensemble de la région, et aussi avec les États-Unis. Et on voit bien que la Chine, qui est quand même un pays confronté à beaucoup de défis et beaucoup de difficultés, est parfois tenté de jouer sur la fibre nationaliste des Chinois, en faisant monter la tension avec le Japon. Bon, il ne faut pas, à mon avis, s'affoler devant les gesticulations de Kim Jong-un, c'est comme ça qu'il s'appelle, que vous avez vu tout à l'heure là sur l'écran. Il y a une partie de gesticulation, bien évidemment, et la menace de missiles balistiques sur les États-Unis n'est pas sérieuse, mais il faut quand même être très vigilant, parce que l'histoire prouve qu'à force de gesticuler, parfois ça dérape. Vous voyez que là aussi, la possibilité pour la France de dire « moi j'ai une force de dissuasion nucléaire qui protège mon territoire », c'est pas comme ça une vue de l'esprit. Ça explique un peu le sens de la signature que j'avais faite sur ce papier. Je rebondis juste sur ce que disait Antonin juste avant, parce que finalement le contexte, la guerre a relativement changé aujourd'hui. Bon, même si la Corée du Nord s'arme au niveau nucléaire, on a quand même des attaques qui sont des cyberattaques et qui sont tout aussi dangereuses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt revoir la gestion du budget de la défense et essayer d'attribuer plus de moyens justement pour la sécurité informatique? Je prends un exemple. On a 50% de geeks dans cet amphi, donc ils seront relativement intéressés. Vous avez le virus Stuxnet qui a été mis en place sous l'administration Bush et sous l'administration Obama, toujours, et qui permet de contrôler des systèmes industriels entiers. On a par exemple eu l'exemple en Iran, d'accord, où les États-Unis sont capables de contrôler certains systèmes dans les usines nucléaires. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la gestion du budget?
On l'a fait. Quand je vous parlais du livre blanc de 2008, un des axes majeurs du livre blanc, ça a été précisément d'augmenter l'effort qu'on a fait sur la lutte contre les cyberattaques, contre la guerre informatique, la guerre du renseignement aussi, qui joue un rôle de plus en plus important. On voit par exemple au Sahel ou au Mali, c'est une menace réelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tout récemment encore, Israël a été victime d'une cyberattaque de cette nature. Et donc il faut évidemment que nous soyons performants dans ce domaine, et une partie importante des crédits de la défense ont été réorientés dans cette direction. Je voudrais quand même revenir sur la dimension européenne, parce que je ne sais pas si vous me questionnerez là-dessus, mais c'est quand même un point important. Une des réponses à cette insuffisance budgétaire que nous vivons tous, c'est, je l'ai dit, de mutualiser nos moyens de défense. Et c'est là qu'on se heurte à une série de difficultés fortes. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il y a un enjeu politique et un problème avec la Grande-Bretagne, qui n'a pas la même vision que nous. La Grande-Bretagne, malgré le sommet de Saint-Malo de 1998, n'est pas prête aujourd'hui à s'engager dans la construction de ce qui pourrait ressembler à un quartier général d'une force européenne. J'ai eu des tas de difficultés avec mon homologue là, tout au long de l'année 2011 sur ce sujet. Elle a signé avec la France un accord bilatéral qu'on appelle le traité de Lancaster à la fin de l'année 2011, mais dans un esprit bilatéral, pas dans un esprit européen. Et de notre côté, nos partenaires européens comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, ou la Pologne, qui sont les seuls pays européens qui pourraient avoir une réelle capacité de défense, ces pays sont prêts à travailler avec nous, mais ils ont fondamentalement une mentalité non interventionniste et pacifiste. Et on le voit, l'Allemagne a été contre l'intervention en Libye, l'Allemagne a traîné des pieds pour nous soutenir sur l'intervention au Mali. Donc vous voyez, on est dans ce contexte où les pays qui voudraient, enfin qui sont bien conscients qu'il y a des moments sur la scène internationale où pour faire prévaloir le droit, il faut la force. La Grande-Bretagne et la France, du fait de leur statut de puissance nucléaire, de membres du Conseil permanent de sécurité, de leur histoire aussi, sont dans cette idéologie-là, si je puis dire, ou mentalité-là. D'autres pays, et l'Allemagne du fait de son histoire, ou en sens inverse, sont dans une approche beaucoup plus pacifiste, ce qui complique l'émergence d'une véritable politique de sécurité et de défense commune en Europe. Justement, pour revenir, on viendra, vous en faites pas, à l'Europe très vite, pour revenir sur la cyberdéfense justement, le rapport du sénateur Jean-Marie Bockel intitulé la cyberdéfense, un enjeu mondial, une priorité nationale, faisait un bilan très critique de nos moyens de défense dans le cyberespace, et revenait en particulier sur l'attaque de Bercy en 2011, de grande envergure. Vous étiez à ce moment-là, il me semble, au ministère de la Défense ou au ministère des Affaires étrangères, c'était au moment, je pense, de la passation. Comment est-ce que vous avez vécu cette crise? Comment est-ce que vous l'avez gérée? Et en particulier, on pense aujourd'hui, ou en tout cas on suspecte fortement que l'État chinois soit derrière cette attaque, parce que c'était juste avant le G20. Comment est-ce que vous avez gérer les relations diplomatiques avec la Chine à ce moment-là et après? On n'a pas eu de certitude là-dessus. Donc vous dites qu'une des interprétations possibles, c'est que ce soit quelque chose qui soit venu de Chine. Je ne sais pas ce qu'a donné les enquêtes dans la période qui a suivi, puisque moi j'ai pris un peu mes distances avec le ministère de la Défense, mais il est évident que, faute de preuves, on n'a pas désigné du doigt le partenaire chinois. Simplement, nous avons réactivé, ou augmenter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le déploiement de notre capacité scientifique et technique pour faire face à ce genre d'attaque. Très bien, un dernier mot peut-être sur la défense, juste sur la Syrie, Alain Juppé. Est-ce que la France a intérêt à armer la rébellion? À cette question, j'ai bougé là-dessus. Pendant le temps où j'étais au Quai d'Orsay, je n'étais pas favorable à cette solution, mais quelle est la situation aujourd'hui? Le drame le plus scandaleux que la communauté internationale laisse se perpétrer dans l'histoire récente. Le président de la République a donné le chiffre de 100 000 morts. On y est sans doute. À cela, il faut ajouter des dizaines de milliers de blessés, y compris des enfants, des personnes torturées par dizaines de milliers, plus d'1 million de réfugiés en Jordanie, au Liban et même en Turquie. C'est une catastrophe immense et un scandale. Et on laisse le régime alaouite de Bachar el-Assad poursuivre cette répression sauvage. Pourquoi? Parce que la communauté internationale est paralysée.
Nous avons une règle que nous avons respectée en Côte d'Ivoire, que nous avons respectée en Libye aussi, c'est que nous n'intervenons que dans le cadre d'un mandat de l'instance qui est chargée de se prononcer sur la guerre et la paix dans le monde, qui est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour intervenir en Libye, nous avons eu la résolution 1973 du Conseil de sécurité qui nous a donné mandat pour y aller. En Côte d'Ivoire, pareil. Nous avons eu un mandat du Conseil de sécurité. Là, il n'y a pas de mandat parce que la Russie bloque systématiquement, en opposant son veto à toute tentative d'intervention militaire avec le soutien de la Chine. Pourquoi cette attitude de la Russie, qui ne bouge absolument pas d'un pouce malgré la détérioration dramatique de la situation? Plusieurs arguments. On a discuté à perte de vue avec mon collègue russe Sergei Lavrov, et puis ça s'est passé au niveau des chefs d'État aussi. Premier argument, vous nous avez trompés en Libye, on vous avait donné un mandat pour protéger les populations, vous en avez profité pour renverser le régime. Nous avons là une divergence d'appréciation. Les Russes, donc, veulent nous faire payer l'intervention en Libye. Et ils ne sont pas seuls, parce que ça pose un problème fondamental qui est celui du droit d'ingérence ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité de protéger. Le Brésil, l'Afrique du Sud, qui sont des puissances qui sont très pénétrées d'idéologie anticolonialiste, nous ont reproché de nous être comportés comme des colonialistes vis-à-vis de la Libye. Moi, j'ai aucun regret en Libye. 40 ans de dictature Kadhafi, il fallait faire ce qu'on a fait. Mais voilà, premier argument des Russes. Deuxième argument, c'est qu'ils ont des intérêts stratégiques et économiques en Syrie. J'ai dit à mon collègue Lavrov, quand le pays aura été complètement détruit, ce qui est en bonne voie, je ne sais pas très bien où seront les intérêts économiques de la Russie en Syrie, d'autant qu'ils sont en train de se mettre à dos une bonne partie du monde arabe. Et puis enfin, il y a le risque de contagion aussi des groupes salafistes sur la Russie elle-même, et notamment sur les républiques caucasiennes, où il y a beaucoup de populations musulmanes. Voilà les arguments officiels de la Russie, et nous n'arrivons pas à la faire céder, et moyennant quoi, pas d'intervention militaire. Intervention diplomatique en tous sens. Quand on dit qu'on ne s'est pas bougé sur le plan diplomatique, c'est tout à fait faux. On a tout essayé. On va prendre une phrase qui a été appliquée dans un autre domaine et qui a collé à la peau de celui qui l'a utilisé. Donc on a essayé beaucoup de choses. On a fait un groupe diplomatique des Amis de la Syrie, que la France pilotait, qui s'est réuni à Paris, puis après à Istanbul. L'ONU a envoyé des médiateurs, Kofi Annan, ancien secrétaire général, Brahimi aussi, qui s'est planté. La Ligue arabe a envoyé également des médiateurs. Bachar el-Assad a été absolument inébranlable. Et il faut bien voir que c'est lui qui est responsable de la montée en puissance des salafistes. Parce qu'au départ, qu'est-ce qui s'est passé? C'était des Syriens, des populations syriennes, qui manifestaient pacifiquement dans la rue pour avoir un peu plus de liberté. Et Bachar, au lieu de la cellule Est, comme l'a fait par exemple dans un contexte très différent, je viens d'admettre, le roi du Maroc, qui lui pilote ça intelligemment, a fermé complètement les choses, a refusé toute espèce d'évolution, et l'opposition s'est peu à peu radicalisée, et elle continue à se radicaliser aujourd'hui au profit des salafistes et des extrémistes d'Al-Qaïda. D'où notre dilemme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut ne rien faire, mais c'est ce qu'on fait. On ne fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Les massacres continuent. Bachar utilise son aviation et ses hélicoptères pour bombarder les populations civiles et le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Quelle est l'autre parade qu'on peut faire, puisque la voie diplomatique est bouchée? C'est de rétablir un peu l'équilibre entre le régime qui est alimenté par la Russie et par l'Iran en armes lourdes, et de l'autre côté l'armée de libération syrienne, qui elle se bat avec des kalachnikovs ou des armes de terrain et qui n'a pas de quoi neutraliser en particulier l'aviation. D'où la question, peut-on rééquilibrer la situation et fournir des armes à l'opposition pour qu'elle puisse se défendre contre les agressions du régime? C'est une question extrêmement difficile. J'ai eu exactement la même problématique dans l'ex-Yougoslavie dans les années 93-94. Est-ce qu'il fallait donner des armes aux Bosniaques pour rééquilibrer face aux Serbes? Les Serbes avaient une armée, ils avaient des chars, ils avaient des avions, les Bosniaques n'avaient rien. On a tenu bon sur l'embargo. On a dit non, on ne va pas donner des armes parce que ça va faire monter en puissance le conflit, donc embargo. Voyez donc quoi, les Bosniaques se sont fait massacrer. Et donc aujourd'hui, moi j'en étais arrivé à la conclusion que la seule façon de faire bouger les choses, c'était de livrer des armes, des missiles anti-aériens pour neutraliser l'aviation de Bachar. Question immédiate, à qui on donne ces armes? Et c'est là qu'est la difficulté, parce que l'opposition syrienne est incapable de s'organiser. Nous lui avons
donné ce conseil à de multiples reprises, nous avons pensé qu'elle progressait. Récemment, elle a créé ce qu'on appelait la coalition nationale syrienne, que la France a d'ailleurs reconnu comme l'amorce d'un gouvernement syrien. Vous voyez dans quoi, à la première occasion, lorsqu'ils sont allés à Doha, où on les a reconnus comme l'instance qui détient le siège de la Syrie dans la Ligue arabe, ils ont trouvé le moyen de se disputer, le président a démissionné, etc. Et donc on a fait un peu machine arrière, je dois dire. Le président Hollande, après avoir dit qu'on allait livrer des armes, s'interroge pour savoir à qui on va les livrer. Voilà la problématique, mais je ne vois pas très bien d'autres solutions que d'essayer de déterminer un interlocuteur responsable à qui on pourrait, avec un certain nombre de garanties, donner des armes qui permettraient de rééquilibrer les choses et de mettre un terme à ce massacre. C'est aux affaires européennes. Donc vous dites vous-même profondément européen, Monsieur Juppé, pourtant l'Europe ne se porte pas très bien en ce moment, on l'a vu avec le plan de sauvetage de Chypre qui a été un cafouillage désastreux, vous l'avez dit vous-même. Si vous aviez carte blanche, que feriez-vous aujourd'hui en matière de politique européenne pour permettre une prospérité durable et nous permettre de mieux nous défendre sur la scène internationale? Ça, c'est une très bonne question parce que je développe en général mon utopie européenne. Donc, si j'avais carte blanche, voilà quelle serait mon utopie. Avant de vous dire quelle est mon utopie, juste 2 ou 3 petites remarques. Ce n'est pas l'Europe qui est responsable de nos emmerdements aujourd'hui. J'aime bien le souligner. Contrairement à ce qu'on nous dit du matin, midi au soir. Hein. La crise financière, elle a commencé aux États-Unis avec la crise des subprimes. C'est pas la zone euro. C'est pas l'Europe. Oui, bien sûr, il n'empêche que l'Europe va mal. Attendez, c'est pas l'Europe. Deuxièmement, aujourd'hui, la crise économique qui s'est installée en Europe, et j'y reviendrai peut-être, qui n'est pas qu'une crise, c'est un changement du monde, pas qu'une crise. Cette crise, elle est due à quoi? Au surendettement des États. C'est pas l'Europe. Et c'est même le contraire de ce que préconise l'Europe. C'est parce que nous n'avons pas respecté nos engagements européens, c'est parce que nous sommes arrivés à un certain moment à obtenir des dérogations que nous sommes aujourd'hui à 94% de notre PIB en dette publique. Donc c'est pas la faute de l'Europe. Et je soutiens même l'idée que c'est l'existence de l'euro pendant cette période extrêmement turbulente qui nous a sans doute protégés contre des turbulences encore beaucoup plus fortes. Imaginez qu'on ait eu des monnaies nationales. Hein. Où en serait la Grèce avec sa drachme, où en serait même la France avec son franc. Alors on le dit toujours, dévaluation compétitive. Il faut quand même se souvenir que quand on dévalue une monnaie, la première chose, c'est pas que ça dope les exportations, c'est que ça renchérit les importations. Alors après, bon, il y a un effet qui peut être positif, mais dans un premier temps, hein, on alourdit la facture énergétique en particulier dans un pays où on apporte beaucoup de... Voilà l'impact d'une dévaluation compétitive au départ. Donc on a été protégé de tout ça par la zone euro. C'est la raison pour laquelle je trouve que cette façon de pointer Bruxelles du doigt, ou la zone euro du doigt, est en réalité politique. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne du matin au soir. J'étais à Londres il y a quelque temps, et je demandais à mes amis britanniques, mais comment se fait-il que le sentiment anti-européen, parce que c'est plus que de l'euroscepticisme maintenant, c'est vraiment de l'anti-européanisme, monte en Grande-Bretagne. Ils me répondaient, mais les tabloïds britanniques, tous les jours, expliquent aux Britanniques que tout ce qui va mal en Grande-Bretagne, les difficultés sociales, les difficultés migratoires, c'est à cause de l'Europe. Donc il y a une espèce de Europe bashing, il faut bien le dire, qui est très fort et qui n'est pas mérité. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Europe, pour autant, fait tout ce qu'elle devrait faire? Évidemment non. La gouvernance en Europe est catastrophique. L'histoire de Chypre que vous avez citée est caractéristique. Comment peut-on imaginer d'aller dire qu'on va taxer les comptes en banque de moins de 100 000 euros, hein, alors que l'Europe avait dit exactement le contraire quelques mois avant, en disant nous garantissons en dessous de 100 000 euros. Bon, et évidemment, personne n'avait pris cette décision. C'était la Troïka qui avait dit ah ben non, c'est les Chypriotes. Bon. Après, il a fallu que le Conseil européen, le Conseil des ministres rectifie le tir parce qu'on n'a pas de gouvernance efficace. En Europe, on a une monnaie. Et on n'a pas en face, malgré les efforts qui ont été faits précédemment, notamment par Sarkozy et Merkel, on n'a pas un véritable gouvernement économique avec une politique budgétaire intégrée et une politique fiscale intégrée. Et j'en viens alors à votre question, si j'avais carte blanche, quelle serait mon utopie européenne? Je crois qu'il faut réinventer l'Europe, tout simplement. Et la réinventer, pas avec des idées absolument nouvelles, décoiffante, parce que ça circule depuis longtemps, mais sur la base de 2 ou 3 idées précises, ou de 2 ou 3 cercles précis. D'abord,
l'union franco-allemande. Moi, ce qui me navre le plus aujourd'hui, et je vais faire de la politique là, c'est la façon dont le président de la République a créé une espèce de défiance entre la France et l'Allemagne. Ça, c'est vraiment une très mauvaise orientation diplomatique, et c'est même, je dois le dire, un risque majeur. Nous n'avons jamais eu une convergence d'intérêts spontanés avec l'Allemagne. L'Allemagne a ses intérêts, la France a ses intérêts, ils sont rarement convergents. Et ce que nous avons essayé de faire depuis des années, c'est de nous mettre d'accord entre la France et l'Allemagne, de chercher systématiquement des compromis sur la base desquels ensuite on entraînait nos partenaires. C'est parfois long, c'est parfois difficile, mais on y est arrivé. Mitterrand y est arrivé avec Kohl, Giscard avec Schmitt auparavant, Chirac avec Kohl, puis avec Schröder, Sarkozy avec Merkel. J'ai assisté à la première rencontre de Sarkozy et de Merkel. Il n'était pas encore élu, c'était pendant la campagne électorale. Elle était déjà chancelière. Et il m'avait invité parce qu'il savait que je la connaissais depuis longtemps. Elle était chef de la CDU quand j'étais chef du RPR. Et je le vois arriver, il se précipite sur Angela et il lui fait une grosse bise sur chaque joue. Et le réflexe de recul, en Prusse orientale, on ne se fait pas la bise la première fois qu'on se rencontre. Mais après, ils sont arrivés à construire une relation personnelle extrêmement étroite, et j'ai vu des séances de négociations dures, et sur lesquelles, au G8, au G20, sur le traité européen, on a fait des progrès, on est arrivé à des positions communes, et non pas, contrairement à ce qu'on nous a dit aussi parfois, en nous couchant devant les exigences de la chancelière. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement économique, ou l'amorce qu'on a inscrit dans le traité sur la stabilité en Europe, ce n'était pas une idée de Mme Merkel. L'intervention de la Banque centrale sur les marchés, ce n'est pas une idée de Mme Merkel. La supervision bancaire confiée à la Banque centrale européenne, ce n'est pas une idée de Mme Merkel. Donc elle a fait des concessions, nous avons fait des concessions. Donc ma première idée, c'est ça. Il faut retrouver le chemin d'une entente franco-allemande, parce que, évidemment, vous n'étiez pas né, moi à peine d'ailleurs, mais pourquoi on a fait tout ça ? Pourquoi depuis 50 ans on est arrivé à construire quelque chose que personne d'autre a construit? Parce qu'on s'est étripé pendant tout un siècle, des dizaines de millions de morts. Quand je dis l'Europe c'est la peur, on me dit oui, mais ça c'est la vieille histoire, ça y est, c'est acquis. Voir. Quand vous voyez la montée des extrémismes, du sentiment européen, des nationalismes qui reprennent, en Grèce même des mouvements néo-nazis, en Hongrie des mouvements extrémistes, en France l'extrême droite et l'extrême gauche qui pèsent 30% des voix, vous pouvez vous dire que le pire n'est jamais exclu. Donc cette union franco-allemande est absolument essentielle. Autour de l'union franco-allemande, il faut une zone euro plus intégrée. On ne peut pas avoir une monnaie unique si on n'a pas une politique budgétaire coordonnée. Ça, on s'est donné les moyens de le faire. Si on n'a pas des fiscalités harmonisées, il faudra qu'on évolue petit à petit vers des systèmes fiscaux harmonisés au sein de la zone euro. Si on n'a pas une politique énergétique harmonisée, donc ça va demander vraisemblablement de nouveaux transferts de souveraineté en direction de la zone euro. Et puis il y a le troisième cercle, qui est la grande Europe, où là, ça sera plus souple, où ça sera le grand marché, single market, la zone de libre-échange, où la Grande-Bretagne doit conserver sa place, et où d'autres pays peuvent éventuellement nous rejoindre. J'étais récemment dans une réunion d'un institut qui s'appelle l'Institut du Bosphore, qui associe des Grecs, chaque fois je fais le même lapsus, ça serait miraculeux, là, des Turcs et des Français. Et on parle de l'avenir, et j'ai entendu pour la première fois des responsables turcs dire, mais dans cette grande Europe, nous, la zone euro, on n'y a pas notre place aujourd'hui. En revanche, dans une grande Europe plus souple, qui sera un peu à la carte, contrairement à ce que dit M. Fabius, l'Europe à la carte, elle existe. Les Anglais ne sont pas dans Schengen, ils ne sont pas dans la zone euro, ils ont un rabais sur mesure. Donc on peut bien avoir un espace économique européen autour du noyau dur que constitue la zone euro, dans laquelle on pourrait accueillir d'autres pays qui donneraient à l'Europe quand même un poids considérable. Voilà un peu, si vous voulez, ce que j'appelle mon utopie. Est-ce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui? C'est pour ça que je parle d'utopie. Non. Parce que, pour différentes raisons, la France et l'Allemagne ne sont pas sur la même ligne, parce que, pour faire le noyau dur, c'est également très compliqué, parce que l'Angleterre n'a pas encore véritablement choisi sa ligne. C'est pas une raison pour renoncer. Oui, c'est d'autant plus dur qu'aujourd'hui, les Européens eux-mêmes ne sont pas forcément favorables à une évolution de la construction européenne. Alors, que diriez-vous? Peut-être y en a-t-il dans cet amphi aussi des gens qui ne croient plus en l'Europe? Qu'est-ce que vous répondez? C'est très bizarre dans l'opinion, parce que quand on parle de Bruxelles, alors là, parfois, c'est la catastrophe, mais quand on demande aux gens s'ils croient toujours en l'Europe, 70% des Français répondent que oui.
tout simplement par bon sens. Vous n'êtes que dire à des gens de votre génération, dans quel monde on vit? On vit dans un nouveau monde. Nous ne sommes plus le centre du monde. Nous avons été, quand je dis nous, les puissances européennes, l'Amérique et le Japon, nous avons été pendant 2 ou 3 siècles le centre du monde. Ça se passait chez nous, la richesse était là, la puissance était là, c'est fini. Nous avons basculé dans un monde multipolaire où la puissance et la richesse se répartissent, où le centre de gravité se déplace. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde comme celui-là? Hein? On a peur de la mondialisation? On refuse ce nouveau monde? On se protège? On se renferme dans nos frontières? Très bien, il y a des forces politiques qui proposent ça. J'y suis radicalement hostile parce que c'est le déclin français assuré. Et donc la seule façon de tirer parti de nos atouts, qui sont considérables, parce que je ne suis pas pessimiste sur la France, on a des atouts énormes, c'est de le faire avec d'autres, en mutualisant un certain nombre de nos moyens, et donc en faisant en sorte que l'Europe puisse peser sur le plan commercial, sur le plan économique, et même sur le plan politique et diplomatique. Voilà pourquoi je pense que l'Europe est plus nécessaire que jamais. Et les Français, même s'ils contestent les réglementations européennes, les normes, Bruxelles, la bureaucratie, tout ça c'est vrai, ils sont bien conscients que sortir de l'Europe, ça n'aurait pas de sens. Ils ne veulent pas de cette Europe-ci, mais ils veulent d'une Europe. Et alors, on va passer à la dernière partie, on va frôler la célérité sur nos questions parce que vous avez des impératifs. Donc juste un petit mot de logement. Cécile Duflot, donc contre le mal-logement qui touche plus de 3,6 millions de personnes, Cécile Duflot a soulevé la question des réquisitions de bâtiments vides. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure de bon sens? Oui, enfin, c'est cosmétique. Quel est le premier gouvernement qui a réquisitionné des logements? Chirac, Juppé. Moi, j'ai réquisitionné des logements, et puis j'ai fait après des choses beaucoup plus intéressantes, par exemple inventer le prêt à taux zéro pour relancer la construction. Voilà l'exemple, pardon, je vais être un petit peu véhément sur ce point, parce qu'il se trouve que j'ai déjeuné à midi avec la Fédération nationale du bâtiment en France. Voilà l'exemple d'un plantage extraordinaire. Extraordinaire. On nous annonce, avec le changement de gouvernement, qu'on va passer à 500 000 mises en chantier par an, parce que la France a besoin de logements. Avec, sur ces 500 000, 150 000 logements sociaux. Vous savez où on en est aujourd'hui? 2013, prévision, un peu plus de 300 000. Un plantage total. Hein. Pourquoi? Parce que l'investissement privé est à zéro. Madame Duflot, parlons-en. Le gouvernement arrive. Hein. Dispositif cellier. Ce que c'est, hein, c'est un avantage. Vous achetez, vous investissez, vous achetez un appartement dans la limite de 300 000 €. Vous pouvez déduire sur 9 années une partie de l'investissement que vous avez réalisé de vos impôts. Ça vous fait une baisse d'impôts, je le cite de mémoire parce que je les ai vus ce matin, de 54 000 €, à condition que vous vous engagiez à louer cet appartement pendant 9 ans à un loyer plafonné. Donc c'est une forme d'encouragement à l'investissement immobilier. On dit ce cellier, c'est pas bien, ça favorisait la spéculation, donc on l'annule. Et on invente le Duflot. Le Duflot, c'est pareil. Sauf que les plafonds de loyer sont plus bas. Et donc, pour fixer les plafonds de loyer, il faut des textes d'application. On les attend toujours. Et donc, les investisseurs n'investissent plus. Et ça vous explique qu'on soit passé de 500 000 logements en prévision à 300 000 en construction. Et je pourrais allonger la liste des cafouillages auxquels on assiste aujourd'hui. Autre idée géniale. On dit, l'État a des propriétés, des emprises foncières, il va les mettre à la disposition des bailleurs sociaux, des offices d'HLM ou des collectivités pour faire des logements sociaux. Très bien. C'est vrai que l'État parfois a spéculé, enfin je ne vais pas vous raconter mes propres difficultés pour acquérir un certain nombre de biens d'État pour y faire des logements à Bordeaux. Parfait. Et on envoie à Bordeaux une liste des propriétés d'État que l'État serait prêt à céder à la collectivité à un prix réduit, voire à l'euro symbolique, pour y construire. Qu'est-ce que je découvre sur cette liste? Que la moitié de ces emprises sont déjà propriétés de la ville. On les avait déjà achetées. Alors on a envoyé la liste. Et bien elle est en cours de révision, toujours. Elle n'est pas arrivée. Donc on n'a pas construit une seule chose. Et je pourrais vous citer 2 ou 3 exemples de grandes emprises foncières dans Bordeaux, l'hôtel Castéja où il y avait le commissariat de police, ou d'autres emprises qui sont gelées depuis plus d'1 an. On pourrait construire, mais où faute de décision, on ne construit pas. Alors voilà, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on développe une politique de logement et de logement social ambitieuse. Je me suis fixé un objectif sur tous les nouveaux projets de Bordeaux, 35% de logement locatif social, ce qu'on appelait l'HLM, 20% d'accession sociale à la propriété et 45% de logement libre, de façon à nous rapprocher de l'objectif qui est 20% puis 25% de logement social dans les grandes villes. Mais j'ai du mal
à concrétiser cette politique pour toutes les raisons que je viens de vous dire, de lenteur administrative et de cafouillage politique. Concernant l'emploi et le chômage, le gouvernement affirme aujourd'hui prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Et le président de la République a fait la promesse de redresser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Vous y croyez? Absolument pas. Absolument pas, mais enfin, ça n'a pas de sens. Hein. Quelle est la situation économique de la France aujourd'hui? On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. J'aurais aimé en parler plus longuement. Récession. Et vous avez ce matin deux choses qui viennent de sortir dans la presse, les dernières perspectives du FMI et les dernières évaluations d'une instance qui vient d'être créée il y a très peu de temps, qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques, qui est présidé d'ailleurs par M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, qui n'est pas un membre actif de l'UMP, hein, comme vous le savez. Donc il a sans doute une certaine indépendance d'esprit. Et que disent ces instituts ou ces institutions? L'OFCE dit la même chose. La France sera en récession en 2013. Alors 0 ou moins 0,1, hein, et n'atteindra pas ses objectifs de croissance l'année prochaine, contrairement à ce qu'on nous dit. Pourquoi? Parce qu'on a mis en panne tous les moteurs de la croissance. Les moteurs de la croissance, il y en a deux ou trois. L'investissement, les entreprises ont le pied sur le frein parce que matraquage fiscal, discours anti-entreprise, perte de confiance, etc. L'investissement des particuliers, c'est le logement, je vous en ai parlé. La consommation, on vient de découvrir que l'INSEE avait détecté une baisse du pouvoir d'achat l'année dernière, donc elle est aussi en panne. Et l'exportation, le FMI dit que nos performances sont très modestes. Donc pas de croissance. Si pas de croissance, pas d'emploi. Et donc le chômage va continuer à augmenter et on n'inversera pas la courbe. Hier, j'étais à Bordeaux avec le préfet, on a signé des contrats d'avenir pour les jeunes. Ok, très bien. Si on peut donner une chance à des jeunes en signant des contrats d'avenir, c'est très bien. Mais ça coûte cher à la collectivité et c'est évidemment pas la réponse. La réponse, c'est la création d'emplois dans des entreprises compétitives capables de se développer. Pas de croissance, pas de réduction des déficits, parce que les recettes ne rentrent pas, et donc on est coincé. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on dit, on abandonne. L'austérité, on n'en veut pas. Mélenchon, Lindemann, etc. Donc, on se donne de la marge et on va continuer à garder un budget en déficit. Sauf que nous sommes le premier émetteur de dette publique de la zone euro en 2013. Il va falloir qu'on emprunte. Les prêteurs, on appelle ça les marchés, moi je préfère l'appeler les prêteurs. Les prêteurs, quand ils prêtent, ils regardent à qui ils prêtent, s'ils n'ont pas envie de perdre leur argent. Eh bien, si nous donnons un signal de dérive budgétaire ou de laxisme budgétaire, vous allez voir ce qui va se passer. Et là encore, au-dessus de tout clivage partisan, je lisais avant-hier dans Le Monde une tribune de madame, je crois qu'elle s'appelle Karine Berger, qui est considérée comme une députée socialiste particulièrement compétente en matière économique. Il y en a quelques-uns, il faut bien les chercher. Et elle dit elle-même, attention à la hausse des taux d'intérêt. Attention à la hausse. Si les prêteurs perdent confiance, alors qu'aujourd'hui on emprunte à très bas taux, c'est vrai, il suffit que les taux dérapent d'1 point ou de 2 points pour qu'on soit entraîné dans une spirale qu'on ne contrôlera plus. Conclusion, il faut, même si on ne tient pas nos objectifs, on ne fera pas 3% cette année, on va être à 3,7, moins 3,7 de déficit par rapport au PIB, même si on ne tient pas les objectifs, il faut donner la tendance, il faut montrer qu'on va y aller. Et pour ça, comme on ne peut plus augmenter les impôts, parce que l'impôt tue l'impôt, il faut baisser les dépenses. Et baisser les dépenses, c'est extraordinairement difficile et impopulaire. Ça veut dire couper non pas dans la défense, mais dans d'autres budgets. Ça veut dire moduler les allocations familiales en fonction des revenus. Ça veut dire arrêter de mentir aux Français en leur disant qu'on va maintenir l'âge de départ à la retraite à 60 ans, tout en leur disant qu'on va augmenter la durée de cotisation. Vous voyez bien que c'est pas possible. On pourra partir à 60 ans, mais pas avec une retraite pleine. Il faut avoir le courage de le dire. Ça veut dire revoir les règles d'indemnisation du chômage pour qu'elles soient plus incitatives à la reprise de l'emploi. Bref, des décisions extrêmement difficiles qui exigeraient un gouvernement fort. Or, on a un gouvernement en guenille. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous allez me dire, d'abord dire la vérité. C'est pas qu'une crise, c'est un changement de monde. Ensuite, changer de politique économique et sociale et dire la priorité, c'est la compétitivité des entreprises. Il faut donc tout faire pour favoriser l'innovation, la formation, la flexibilité du marché du travail, la baisse du coût relatif du travail pour remettre nos entreprises en situation de compétitivité. J'ai pas le temps de développer, mais il y a plein de choses à faire de ce point de vue-là. Et puis ensuite, sur notre modèle social, il faut faire marcher notre modèle social sur deux pieds, solidarité, c'est la force de la France, mais responsabilité.
quand on supprime, par exemple, le jour de carence pour le versement des indemnités journalières dans la fonction publique, c'est un contre-signal formidable. Pourquoi est-ce que dans le privé, on touche l'indemnité journalière, je crois que c'est au bout de 4 jours d'arrêt maladie, et pourquoi dans la fonction publique, il n'y a pas de délai de carence? Enfin, c'est un contre-signal extraordinaire. Donc il faut remettre de la responsabilité dans le système social. Et puis je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur l'Europe, ce serait le troisième volet d'une autre politique économique. Donc voilà, et je voudrais terminer parce que je ne vais pas te dire, mon calendrier, tant pis, hein, je serai en retard après. Je dirais que c'est à cause de vous. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, je voudrais quand même terminer par dire quelque chose. Je suis donc lucide sur la situation économique. Elle est très, très mauvaise. Mais je ne suis pas pessimiste sur l'avenir de la France. Et c'est ça le message que je voudrais vous adresser à vous, parce que je dis souvent que vous êtes mon anti-poison. Quand j'entends ma radio tous les matins à 6h30, je me dis quelle est la tuile qui va nous tomber sur le nez. Et donc, j'aime bien ce genre de contact parce que là, je retrouve des gens qui sont tournés vers l'avenir et qui ne ronchonnent pas en permanence sur le passé. La France reste un pays formidable. On est un pays riche. Il y a des pauvres, on est un pays riche, très riche. On est dans le G8. On est encore la 6e ou 7e puissance économique du monde, avec 65 millions d'habitants. Hein. On a une capacité d'innovation et de recherche formidable. On a des ressources humaines de très grande qualité. Quelles que soient les imperfections de notre système éducatif, un bachelier français qui arrive à Montréal, il est meilleur que le bachelier canadien et que le bachelier... Enfin, meilleur. Il est mieux formé que le bachelier canadien ou le bachelier américain. Et nos grandes écoles, etc., c'est pas ici que j'ai besoin de le dire. Voilà, donc, faut pas être pessimiste. Si on retrouve les ressorts de la croissance, de la confiance et de la compétitivité, on peut s'en sortir. Et alors merci Alain Juppé, c'est dommage, on ne va pas pouvoir continuer cette phase de débat, par contre on vous garde un tout petit peu. Si, je prends quelques questions quand même, parce que ça vous n'allez pas être content. Alors, donc, mais 3 ou 4 questions? 3 ou 4 questions.